L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous, chers internautes. Décrypter l'actualité internationale, c'est notre émission sur ESAE Télévision. Et ce lundi après-midi, nous irons en Mauritanie. Nous allons nous arrêter du côté de la Hongrie. L'Iran sera également au rendez-vous. Les États-Unis également. Et nous allons clôturer par la Corée du Nord. Cet après-midi, je décrypte cette actualité avec Cyril Guégan-Tchassep. Il est expert en questions électorales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Meilleurs vœux quand même, hein? Merci. Ça fait un moment. Surtout. Également avec nous, il n'est plus à présenter. Il s'agit de Hamzat Abdoulaye. Il est expert en questions en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un moment. Bien sûr. C'est vrai que la semaine dernière, vous avez quand même fait un petit faux bond. Oui, mais quand il y a un moment, c'est toujours il y a un moment. D'accord. Alors, la première escale de cet après-midi nous conduit du côté de la Mauritanie où, présidence de l'Union africaine, Nouadhibou officiellement candidat. Les pays du Maghreb ont porté leur choix sur la Mauritanie pour prendre les rênes de la présidence de l'Union africaine. Hamzat. Oui, alors on se retrouve à la plaque tournante de l'exercice de cette présidence qui doit désormais être fixée au nord de l'Afrique. Et le choix de la Mauritanie, c'est un peu un choix par défaut dans la mesure où on a les deux gros de la sous-région qui s'affrontent permanemment, perpétuellement. Je cite donc l'Algérie et son voisin et ennemi de toujours, le Maroc. Et je pense que la délégation de la présidence à la Mauritanie, c'est une façon pour les deux grands de s'éviter, de continuer à s'éviter, de continuer à se mener cette guerre par procuration. Et même sur l'échelle continentale, ça se ressent. Moi, je trouve que parfois, il faut laisser tomber nos velléités entretenues par l'histoire et aller de l'avant. Mais cette position met un peu en danger la position de cette présidence de la Mauritanie, dans la mesure où est-ce que, la question que je me pose maintenant évidemment, c'est est-ce que la Mauritanie va réussir à faire l'unanimité déjà par rapport à ses voisins du Maghreb, et ensuite réussir à s'imposer durant cette présidence au sein de l'Union africaine. C'est une chose. La deuxième chose, c'est que en 2024, on aura droit à deux élections. Une élection en Algérie qui va peut-être consacrer la réélection d'Abdelmadjid Tebboune en Algérie, et une autre en Mauritanie qui va peut-être voir le président Cheikh Ould Hazoumani être élu ou pas. Donc c'est autant de choses qui interrogent. Est-ce que c'est une bonne idée de confier les rênes de la présidence de l'organisation à une Mauritanie qui va préparer des élections? Je pense même que c'était la raison pour laquelle la Mauritanie était peu exactement peu enthousiaste à l'idée d'occuper la présidence de l'organisation. Mais je trouve que si on n'a pas tellement de solutions,
le moindre problème nous évite quand même de rester dans l'engrenage. Et c'est le choix de la Mauritanie qui veut dire d'une certaine façon, si on ne veut pas de la peste et du choléra, il faut quand même choisir le moindre mal. Et je pense que le moindre mal, c'est aujourd'hui la Mauritanie. Oui, c'est vrai que c'est le moindre mal. Alors, Monsieur Tchasseb, dites-nous un peu, la question de savoir aujourd'hui, même s'il a expliqué pourquoi le choix porté sur la Mauritanie, quand on sait quand même qu'au niveau du Maghreb, nous avons l'Égypte, nous avons la Libye, nous avons. Oui, ben écoutez, je voudrais d'abord rappeler quelque chose en ce qui concerne d'abord les choix faits sur la rotation justement des États à la tête de notre organisation africaine. Il faut dire que déjà l'organisation en elle-même a trop de soucis, parce qu'il faut toujours commencer par les fondements. Et le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, les choses deviennent même moins sérieuses par rapport justement aux différents critères pour qu'un État, ou même voire, puisque je pense qu'on fait référence au chef d'État, puisse être quand même de manière non seulement morale, assis sur une bonne moralité, et surtout aussi de par la gestion interne. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons par exemple du choix, tel que vous l'avez dit, l'Égypte, c'est pas des États... C'est des États qui sont plus penchés dans le monde islamique, hein, qui n'ont pas trop de temps pour ces blablabla. Là, ils sont quand même membres de l'Union africaine. C'est sûr, mais vous pensez que quand vous allez là-bas aujourd'hui, ils nous appellent les Africains, hein, n'oubliez pas cela. L'Afrique du Nord ne se perd pas dans cet esprit-là, de croire que l'Afrique est d'abord subsaharienne. Hein. Ils le savent très bien, parce que c'est de par notre histoire. Et aujourd'hui, le choix de la Mauritanie n'est pas anodin. C'est pas anodin, pourquoi? Parce que ils ne sont pas prêts. On le suppose comme ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Ils ne sont pas prêts. Maintenant, comme ils ne sont pas prêts et que ceux qui étaient censés pouvoir être prêts et qui avaient même besoin et qui sont les deux mastodontes de la région du Nord et qui, à cause du... Vous savez les raisons, le Sahara, hein, le Sahara qui les divise et qui aujourd'hui ne fait que s'approfondir dans les crises parce que les gens ont essayé par tous les moyens. Et je pense que ça devient même un problème d'orgueil. Parce que quand le Maroc même essaye de faire un pas, c'est l'Algérie qui refuse, quand c'est de vice-versa. Donc, ça fait que le choix de la Mauritanie devient aujourd'hui comme un choix, ça dit, du non-lieu. Du non-lieu, il faut qu'on précise aussi avant de peut-être sortir pour la première prise de parole que la Mauritanie n'est pas forcément la bienvenue. D'accord. Voilà. Hamzat, je me retourne vers vous. L'annonce de cette candidature officielle de la Mauritanie a été faite par l'ambassade arabe sahraoui démocratique à Addis Abeba. Comment comprendre que c'est cette ambassade-là qui informe la communauté internationale que voilà, Nouakchott est désormais candidat à la présidence de l'Union africaine? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils font partie du bloc de ces États de l'Afrique du Nord. Et à titre représentatif, je pense que... Mais ils ne sont pas encore reconnus. Certes, mais ils font quand même partie du bloc. Et ça a un volet très important, dans la mesure où la Mauritanie joue aussi un rôle considérable dans la résolution de cette crise qui ne finit pas en réalité. L'autre chose qu'il faut marquer ou remarquer, c'est que cette annonce c'est un but communicatif en réalité, un but communicatif, et ce but communicatif rejoint la volonté manifeste de l'organisation de l'Union africaine en réalité par rapport à cette question. Et ça, c'est un signal très fort envoyé non seulement à la communauté internationale, mais à tous ces États dans la région qui continuent de se tirer par les cheveux par rapport à la question. Et je pense que l'Algérie, d'une certaine façon, n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette proposition, parce que il est très important tout de même que quand on doit mettre de côté surtout nos ambiguïtés, nos différences, il est important parfois de faire le choix, et ça je le rappelle, par rapport au moins de mal. Et la Mauritanie aujourd'hui c'est le moins de mal, et c'est tant mieux pour tout le monde, c'est tant mieux pour l'Afrique du Nord qui continue d'être un peu l'enfant malade de l'Union africaine en matière de décision
commune, parce que la présidence est censée être un tournant par région. Et il se fait qu'à chaque fois, quand il s'agit de l'Afrique du Nord, on se tire à chaque fois là-dessus. Et je pense rappeler aussi que la présidence de cette année a laissé libre cours à une exception, c'est-à-dire la vice-présidence qui devrait être aussi de l'Afrique du Nord. Exactement, qui devrait aussi une responsabilité de l'Afrique du Nord, a été vide. La chaise a été vide pendant toute une année. C'est quand même des choses incompréhensibles qui ne peuvent pas se renouveler quand il s'agit de la présidence de l'Union africaine, vu les enjeux sur le continent aujourd'hui, vu les défis également. Je pense que il était très important de choisir quelqu'un et la Mauritanie était le moindre mal, comme vous faites bien de le dire. Alors justement, M. Tchachel, je me retourne un peu vers vous. Nous savons tous que la Mauritanie n'a jamais été d'accord pour assumer la présidence de l'Union africaine. Alors, croyez-vous que certains préalables ont été engagés aussi bien du côté du Maroc, du côté de la Tunisie, bref, des autres pays du nord de l'Afrique, pour que les autorités de Nouakchott finissent par accepter quand même cette présidence? Oui, ben forcément, s'il n'y a pas de préalable, je crois qu'ils ne l'accepteront jamais. Et les deux, sûrement, ils ont fixé des conditions aussi à l'interne, parce que je crois que ce qu'ils font en Afrique du Nord, comme je l'ai dit tantôt, ils ne sont pas souvent très assimilables à ce qui se passe sur le Sahara. Donc, vous voyez, il y a des ententes qui se font entre eux parce qu'ils se disent que quelque part, il y a quand même une particularité qui les relie. Donc, ça, je pense que préalablement, il y a des choses qui se sont dites. Et puisque déjà, la raison pour laquelle la Mauritanie évitait cela est là, puisque l'élection est là dans quelques mois. Et je pense qu'ils sont concentrés plus sur l'élection, et même je dirais que c'est une élection à risque, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Ça, c'est l'expert qui est en train de parler, hein, surtout que vous êtes expert en question électorale. Oui, bien sûr, parce que vous savez que les partisans de l'ancien président, qui étaient justement du même camp que Ghazouani, sont aujourd'hui en attente. Ils attendent à bras ferme, à pied ferme, cette élection pour pouvoir réagir et rebondir. Donc ça fait que le président est conscient de ce défi, très conscient, et je pense que... Oui, mais est-ce que ça peut le relancer dans les sondages? Non, ça n'a rien à voir, l'Union africaine ne vote pas. Oui, je sais que l'Union africaine ne vote pas, mais auprès de ses concitoyens, est-ce que ça peut apporter un plus au président sortant? Oui, ben, le problème c'est qu'on ne l'a pas voté parce qu'il a battu campagne. On le vote parce qu'il y a eu une décision qui a été faite de manière unanime par les chefs d'État justement de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas parce que la Mauritanie a battu une certaine campagne. Donc, ça ne fait pas de lui quelque chose de plus par rapport au fait que la Mauritanie ait accepté à pouvoir assumer ses responsabilités. Donc, je voulais rebondir sur quelque chose que tout à l'heure mon confrère Hamzat a dit, par rapport à la question que vous avez posée sur pourquoi c'est le Sahraoui qui annonce. Il faut comprendre que au-delà de tout ce qu'on peut dire en termes de puissance, il faut dire que l'Algérie n'est pas des moindres dans l'organisation de l'Afrique du Nord. Et vous savez que qui parle de Sahraoui aujourd'hui parle de bras caché de l'Algérie. Et l'Algérie est dans tous ses manœuvres pour manipuler tout ce qui est justement dans cette organisation de l'Afrique du Nord. Donc, ce n'est pas un fait anodin ou ce n'est pas un fait forcément de collégialité des autres États. Non, l'Algérie est derrière. Ça montre encore une fois de plus que le Maroc est en difficulté dans tout ce qui est en train de se faire actuellement. Voilà, pour sortir... J'aimerais quand même placer un mot c'est-à-dire au-delà de l'affrontement géopolitique entre le Maroc et l'Algérie, il y a aussi d'autres contextes très importants. Bien entendu, la suprématie en tant que superpuissance dominante de la région est très importante dans la mesure où, une fois qu'on confirme en effet que l'un des deux est le plus gros, le plus grand, bien entendu, l'influence par rapport au rapport avec l'international est plus conséquente. Ça, c'est des choses qu'on peut comprendre. L'autre chose sur laquelle j'aimerais quand même mettre l'accent, c'est que il y a aussi un rapport d'affrontement, je veux dire, économique entre l'Algérie et le Maroc qui perdure et occupé. Moi, je pense personnellement que ça va plus blesser l'Algérie de ne pas avoir cette chance quand même de diriger la présidence de l'Union africaine, même si c'est un choix par défaut. La Mauritanie, je pense que c'est plus l'Algérie qui perd dans cette décision. Pourquoi? Pour la simple raison que l'année écoulée, on a vu l'Égypte être consacrée au sein des BRICS.
quand même. Et c'était Exactement. quand même un signal fort. Et l'Algérie n'est pas prête de faire son entrée. Hein. L'Algérie a tenté à plusieurs reprises quand même d'intégrer les BRICS sans succès. Et le Maroc est devant la porte aussi. Exactement. Et le Maroc a pris plus, je vais dire, de force, je vais dire, sur le continent et surtout par rapport à ses rapports avec l'étranger, avec les Occidentaux. Le Maroc a diversifié ses partenariats et aujourd'hui on sent cette dynamique et cet affrontement économique qui est devenu permanent. Et j'ose croire que le président algérien va pouvoir trouver le mécanisme ou les mécanismes nécessaires pour quand même ramener l'Algérie sur le devant de la scène. Parce que rappelez-vous, quand le conflit ouvert entre la CEDEAO et le Mali a débuté, ensuite avec le Niger également, l'Algérie a montré à plusieurs reprises qu'elle voulait tout de même s'affirmer comme en tant que médiateur. Figure médiatrice. Et ça n'a pas pourtant abouti malgré sa volonté manifeste. Et en plus, elle reste une grosse défaite. C'est-à-dire le Mali récemment a rompu les accords d'Alger. C'est quand même assez de revers pour Abdelmadjid Tebboune et pour les Algériens qui montrent une nouvelle fois que l'Algérie est sur la pente descendante. Et c'est quand même dommage pour ce pays qui, pendant très longtemps, a fait rêver l'Afrique et tout le continent. Après la Mauritanie est en place à présent au niveau du vieux continent, nous allons directement en Hongrie, procédure d'infraction ouverte par l'Union européenne au sujet de la loi sur la souveraineté. La Hongrie a adopté en décembre une législation instaurant une autorité de surveillance. Monsieur Tchassem. Oui, justement, je crois que cette analyse par rapport à ce cas de figure que la Hongrie vient de présenter, je vois cela sur deux plans. Le premier plan, c'est que c'est vrai, tout État a besoin de sa souveraineté en ce qui concerne les questions électorales et d'autres questions sociaux. Donc, je pense que ça, il reste à savoir la motivation. Qu'est-ce qui a poussé la Hongrie à prendre une telle décision? Maintenant, deuxièmement, il ne faudrait pas que ça soit une dictature qui s'annonce. Parce que vous savez, quand on veut préparer une dictature, on peut accuser l'extérieur de tout genre de mots pour pouvoir s'accaparer de la question politique interne. Ça, c'est deuxième plan. Alors, sur l'analyse, la synthèse des deux choses dites, c'est que il faudrait que dans chaque pays, qu'on retienne une chose. À partir du moment où nous parlons de la démocratie qui est universelle, il faudrait que chaque pays se base aussi parfois sur sa culture personnelle en ce qui concerne son plan électoral pour pouvoir choisir sa propre démocratie, vous voulez dire? Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la démocratie, quand on se rend compte dans le développement en avançant, qu'il y a plusieurs choses qui sont en termes de particularités et de particules en ce qui concerne la démocratie soi-disant. Alors, parfois ailleurs, ça crée des morts. Ailleurs, ça crée la joie. Donc, ça veut dire qu'il y a encore à travailler. Mais moi, je pense que s'il faille que je me prononce sur ce que la Hongrie vient de faire, c'est une situation à revoir. Voilà. Cette situation à revoir, Hamzat, cette situation justement a semble-t-il hérité l'Union européenne et la législature. Cette législation, pardon, elle est censée prévenir les interférences électorales dans le processus électoral. Alors, dites-nous un peu. La Hongrie semble vivre dans ce monde à elle, alors qu'on sait quand même qu'elle est partie intégrante de l'Union européenne. Écoutez, déjà quand on ne se reproche rien en démocratie, on ne met pas des garde-fous. Ça, on doit être clair là-dessus. Et je pense que la Hongrie, dernièrement, fait beaucoup parler et c'est une question de plus qui se rajoute aux nombreuses qui sont déjà sur la table. Ça, c'est des remarques. Mais là, j'observe trois choses importantes pour expliquer l'attitude de l'Union européenne, plutôt la peur de l'Union européenne. D'abord, le contexte historique. Vous savez, en 1939, l'Allemagne n'est pas devenue nazie par hasard. Non, il y a eu un processus, il y a eu des signaux, il y a eu des alertes. Et aujourd'hui, je pense que, eu égard à cette histoire, l'Europe continue d'avoir peur par rapport à l'avenir. Donc, il y a autant de signes qui étaient apparus dans cette Allemagne devenue nazie, qui a dérivé complètement dans un régime
autoritaire, avec tout ce que vous savez, qui a débouché ensuite une grande guerre au cœur même de l'Europe. Il y a autant de ces signes qu'on voit aujourd'hui à travers Viktor Orban et sa politique très autoritaire, portée vraiment vers, j'appelle cela une démocrature très conservatrice. Et ces signes sont des alertes en réalité. Et je pense que l'Union européenne alerte par rapport à cette politique de la Hongrie qui tout de même est inquiétante. Mais j'entends aussi l'intervention et les propos de mon confrère Tchassé par rapport à ce qu'un État est censé quand même détenir sa souveraineté. Mais en émettant l'idée de l'Union européenne, quelque part, tous les États parties intégrantes ou qui ont signé le traité de Maastricht, d'une certaine façon, ont laissé tomber ou ont rangé un peu leur souveraineté. Exactement, un peu leur souveraineté. C'est vrai, c'était parti sur la base de ranger la souveraineté économique, mais je pense que ça a pris des proportions politiques au point où, quand vous n'avez pas une certaine couleur démocratique, eh bien, on vous critique sur votre façon de fonctionner. C'est un peu ce qu'a traversé les États de l'Europe de l'Est qui ont basculé dans l'Union européenne. C'est ce qu'on peut comprendre à travers cela. Mais ce que je veux aussi souligner, c'est que, c'est le troisième point d'ailleurs, la Hongrie a pris beaucoup de distance vis-à-vis de l'Union européenne, que ce soit dans la politique, que ce soit à travers la politique économique, que ce soit à travers la politique migratoire, ou que ce soit à travers la politique liée à la gestion des élections. Donc c'est autant de points qui montrent que la Hongrie a pris cette distance et d'une certaine façon entretient des relations avec la Russie qui est, je vais dire, rejetée systématiquement par toute l'Union européenne, eu égard à ce contexte de la guerre en Ukraine. Donc je trouve que Viktor Orban joue avec le feu, on doit être clair là-dessus. C'est une chose que de se dire on est ambassadeur d'une certaine souveraineté, eu égard à une certaine histoire qu'on veut conserver, mais c'est toute une autre quand vous êtes au sein d'une union qui a mis en place un traité auquel vous avez signé. Et je ne vois pas pourquoi on veut bénéficier des milliards de l'Union européenne à propos de la Hongrie, donc, mais de l'autre côté, on veut rejeter la politique de la même Union européenne. Donc je trouve que c'est une politique vraiment paradoxale qui va, dans les prochaines années ou dans les prochains mois, mettre en péril Viktor Orban parce que il a réussi à créer une scission même au sein de sa propre famille. Il y a deux voix. Il y a des voix qui se disent contre ce qu'il fait, c'est-à-dire il est trop porté contre l'Union européenne, mais il y a d'autres qui veulent véritablement s'investir pour la cause. Donc je trouve que c'est risqué pour lui. Et même s'il est aujourd'hui le président, rien ne dit que par la suite, tout ceci peut se déconstruire. Alors justement, Monsieur Tchasseb, lorsqu'on scrute un peu tout le processus qu'a eu à cheminer la Hongrie pour pouvoir intégrer l'Union européenne. Nous savons que ça a été très difficile, mais ils ont fini par intégrer l'Union européenne. Mais aujourd'hui, avec toutes les situations qui se présentent, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, on a comme l'impression que la Hongrie est constamment en train de défier l'Union européenne. Pourquoi ? Bon, moi, je ne mets pas ça dans la défiance. Moi, je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, que, vous savez, ils ont eu l'envie parce qu'ils avaient aussi des projections. Et puis, aujourd'hui, vous savez, le monde est devenu un village planétaire où personne ne peut plus vivre en autarcie. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, c'est pas toutes les lois que l'Union européenne prend qui arrangent tous les États. Vous savez que dans toutes les organisations... Oui, mais lorsqu'on décide d'être membre d'une association, on se plie aux règles de cette association. Non, non, on ne parle pas là de règles, on parle là de comment ça arrange chaque État. Parce qu'ici, nous ne parlons pas des questions d'individus. Même quand mon confrère parle, par exemple, de Orban lui-même, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de la Hongrie. La Hongrie, c'est pas lui. C'est vrai qu'il est à la tête aujourd'hui, mais même si on le laissait dicter, et il va le faire au bout de certaines années, il sera fatigué. Donc on parle aujourd'hui de l'avenir de la Hongrie. Ça ne se décide pas par lui seul, ça se décide par une équipe gouvernementale. Alors il y a plusieurs visions qui sont faites à propos. Et quand on regarde les décisions qui sont prises par la haute instance, il y a sûrement des choses qui n'ont pas arrangé la Hongrie, peut-être qu'ils n'ont pas eu simplement peut-être l'envie de le dire pour fâcher justement l'Union. Mais qui sont donc en train de travailler? Vous savez, il y a des décisions qui se travaillent d'abord à l'interne. Et c'est quand on constate que ça ne va pas, ils sont toujours libres de ressortir parce que rien ne les oblige de rester. C'est ça le problème. C'est d'entrer qui est difficile, mais sortir est très facile.
Donc cela veut dire aujourd'hui que sur beaucoup de plans, il y a des choses qui sûrement ne les arrangent pas. C'est vrai que nous n'avons pas encore totalement fait des recherches là-dessus, mais ce qui est sûr, dans les jours à venir, beaucoup de choses vont s'annoncer et les gens verront d'eux-mêmes qu'il y a eu sûrement des décisions qui ne vont pas forcément dans l'avantage. Parce que quand vous vous sentez bien justement dans une union, il n'y a aucune raison que vous sortez ou que vous dissociez aux idées qui sont partagées. Mais quand vous commencez à poser des problèmes, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vous arrangent pas. Et vous savez que dans tout ce qui est notre organisation aujourd'hui, de par le monde, il y a des superpuissances qui sont à côté, au même moment, des moindres puissances. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas le temps d'équilibrer parce que c'est à la guerre comme à la guerre. Et je pense que c'est une histoire d'intérêt. Alors, si la Hongrie ne trouve pas forcément l'intérêt qui arrange sa population, ils peuvent même, à la limite, même faire un référendum pour la sortie de l'Union. Donc, tout est possible. Avec le recul, cette loi est similaire, elle ressemble beaucoup à une loi que nous avons déjà vue du côté de la Russie. Alors, dites-moi un peu, l'expert en relations internationales que vous êtes, comment comprendre le jeu de deux chaises auquel la Hongrie s'adonne aisément? La Hongrie c'est pour ça que j'appelle cela un jeu difficile et très complexe auquel jouait Viktor Orban. La Hongrie veut jouer sur tous les tableaux de figure. Alors, dans le cas d'espèce, on a deux possibilités. C'est-à-dire, vous avez d'un côté l'Union européenne qui est, je vais dire, une organisation respectée, respectable, surtout en matière économique dans le monde, en matière d'échange, en matière commerciale. Ça, c'est un acquis, c'est un fait. De l'autre côté, vous avez la Russie également qui est détentrice, je vais dire, des ressources énergétiques dont l'Europe a besoin, même si aujourd'hui les yeux sont tournés ailleurs parce que dans ce climat de conflit, on ne peut pas continuer à s'approvisionner avec la Russie. Mais ça a un coût que de tourner son regard ailleurs. Et je pense que la Hongrie veut jouer sur ce tableau, c'est-à-dire continuer à entretenir de bonnes relations, ce qui est quand même paradoxal avec la position de l'Union européenne par rapport à la question. Donc continuer à entretenir des rapports avec la Russie, même si c'est que des rapports, je vais dire, d'État à État, et qui n'ont peut-être rien à voir avec l'Union européenne. Et parfois, ce type de rapport est démenti par Viktor Orban. Mais c'est des faits qu'on note en réalité. Et Lénine disait, les faits sont têtus en réalité. Et c'est ce qu'on fait que constater. L'autre chose, c'est que je pense que la Hongrie de Viktor Orban est axée sur trois choses. Le nationalisme, vous savez, c'est aujourd'hui le sujet qui fait l'actualité en Europe et c'est surtout rattaché à la question migratoire. Et vous savez, la position de la Hongrie par rapport aux questions migratoires, Viktor Orban est très ferme et ne veut pas servir surtout de dépotoir de l'Union européenne quand il s'agit des questions migratoires, ce qu'on peut comprendre. Mais tout ça est alimenté par sa politique de nationalisme ultra poussé en réalité, ce qu'on peut aussi comprendre. La deuxième chose, c'est la peur. Face à, je prends l'exemple historique, c'est-à-dire la peur a surtout alimenté toutes les dérives de toute notre histoire. Ça, c'est des choses qu'on peut marquer. Je pense qu'aujourd'hui en Europe, il y a la peur de l'autre qui s'est installée, la peur du russe, la peur de l'autre, la peur de l'immigré, et bien d'autres choses qui montrent que ce n'est qu'une dynamique collective sur laquelle la Hongrie s'installe aujourd'hui. On ne peut pas leur en vouloir de créer des garde-fous pour conserver leur souveraineté, même si je trouve que ce soit paradoxal par rapport à l'esprit de l'Union européenne. Et enfin, je trouve que au sein même de l'Union européenne, il y a un problème de cohésion parce que si vous avez la Hongrie qui ne partage pas les mêmes avis par rapport à plusieurs questions. Déjà par rapport à la question du financement de la guerre en Ukraine, la Hongrie a pendant longtemps empêché le financement des 50 milliards de l'Union européenne parce que la Hongrie trouve que ça ne l'avantage pas. Et je rejoins complètement. J'accepte sur la question, dans le jeu international, il n'y a que la question des intérêts qui compte en réalité. Et je pense que, eu égard à la préservation des intérêts des Hongrois, Viktor Orban a longtemps joué sur cette carte, mais il s'est laissé convaincre par les milliards, il faut le dire aussi, parce que sa question était... quoi tout être est faible devant l'argent. Oui, absolument, parce que nous sommes dans la dynamique aujourd'hui où l'argent est peut-être au-dessus du politique. Et je crois qu'il a accepté que la Hongrie vote finalement pour
l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine, justement parce qu'il a eu cette garantie et il a continué à avoir la garantie selon laquelle justement il va continuer à bénéficier de l'aide de l'Union européenne. Et je finirai là-dessus en évoquant un cas critique au sein de l'Union, c'est-à-dire le cas de la Grèce en réalité. Ce cas n'est pas, sans vous rappeler une chose, ce n'est pas parce que l'Union est puissante que tous les États qui sont au sein de l'Union sont puissants. Non, il y a un peu il y a des États qui souffrent de la puissance des autres. Et le cas de la Grèce a été révélateur par rapport au poids du deux poids, deux mesures au sein de l'Union européenne. Et je pense que le cas de la Grèce, le cas de l'Italie sont des exemples. Et la Hongrie ne veut pas certainement tomber exactement. D'où ce bras de fer continuel entre l'Union et alors, pour sortir de ce sujet cet après-midi, comment comprendre cette relation de chantage qui existe entre l'Union européenne et la Hongrie? Je te donne si tu cèdes. Tant que tu ne me donnes pas, je ne cède pas. Bon, moi, je n'ai pas tellement de choses à dire là-dessus parce que nous-mêmes, nous faisons nos propres lectures en tant que, justement, des personnes qui cherchent à comprendre chaque jour ce qui se passe à l'autre mer, parce que nous avons déjà assez de problèmes chez nous et que c'est vrai qu'on doit s'intéresser parce qu'aujourd'hui, le monde est ouvert et nous sommes aussi concernés par tout ce qui se passe ailleurs. Alors, moi, je pense que, comme on l'a dit et comme je l'ai dit tantôt, c'est un jeu d'intérêt. Alors, si aujourd'hui la Hongrie constate que ce qu'il avait accepté hier n'est plus en train forcément de suivre sa politique auquel il souhaiterait développer pour l'avenir de son État, parce qu'après tout, je pense qu'il y a un esprit qui diffère quand même ceux de l'Europe et ceux de l'Afrique. Ceux de l'Afrique restent égoïstes, c'est personnel, c'est eux et leur famille. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Europe, ils projettent sur des millions d'années même. Comment est-ce que nos populations seront dans 50 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et ça, c'est par rapport à cela que vous voyez beaucoup de chefs d'État parfois prendre des décisions que nous-mêmes qui analysons n'avons pas souvent la quintessence de ce pourquoi ils l'ont pris. Or, en Afrique, nous avons la facilité de décrypter les prises de décision parce que c'est des questions de vente, c'est des questions d'intérêt personnel. Alors, rapidement, ça se voit et ça se comprend. Alors qu'ailleurs, les gens pensent à des millions d'années. Comment est-ce que notre population vivra à partir d'une décision prise par vous? Parce que chacun voudrait en Europe aujourd'hui entrer dans l'histoire par la bonne porte. Voilà. Alors que chez nous, on cherche toutes les mauvaises portes pour sortir. C'est ça. Nous nous rendons à présent du côté du Moyen-Orient. Les Iraniens perdraient foi à la religion État 45 ans après la révolution islamique 1979. Le Shah était chassé d'Iran. Les ayatollahs prenaient le pouvoir. La révolution islamique voyait le jour. Hamzat. Oui, c'était une période très importante pour cet État, je vais dire perse, qui a une longue histoire millénaire. Et c'est tant mieux parce qu'ils ont réussi à se réinventer à travers ce nouvel État islamique, mais État islamique de surface, parce qu'effectivement, il faut noter que le mal dont souffre l'Iran, c'est un mal du siècle. Prenez les États qui étaient, je vais dire, croyants, ou les personnes qui étaient croyantes depuis plusieurs siècles, la tendance s'est inversée longuement. Est-ce que c'est parce que les gens ont eu accès à l'éducation? Est-ce que c'est parce que Internet est entré partout? Je ne saurais le dire, mais ce que je peux dire, c'est un problème du siècle, c'est-à-dire peu de gens se croient aujourd'hui, et l'Iran ne fait pas exception à cette règle, au point où les dirigeants qui faisaient figure, je vais dire, d'autorité, d'exemple, et étaient surtout respectés par rapport à leurs décisions, aujourd'hui sont désavoués publiquement. L'année dernière, vous avez suivi sur les médias les femmes qui ont manifesté contre l'imposition du voile en Iran. Et c'est bien d'autres choses au sein de cette république qui sont de plus en plus contestées. Alors, il faut dire une chose très importante, c'est que l'islam occupe toujours une place majeure en Iran. Je peux parler même de 30% de toute la classe politique et sociale qui est chiite et à 5% sunnite, je pense. Mais ça reste des chiffres. Mais il y a aussi une large majorité
une large majorité qui n'est ni musulman, ni chiite, ni sunnite, et qui, d'une certaine façon, s'éloigne de plus en plus de la religion. Mais on peut constater que c'est la religion le moteur central politique de l'Iran. Justement. Aujourd'hui, il va être difficile de faire sans la religion, sans l'islam chiite, eu égard surtout à cette rivalité nourrie avec l'Arabie saoudite sunnite sur ces questions conflictuelles. Voilà, alors, Monsieur Tchasseb, dites-nous un peu, 45 ans après cette révolution, Monsieur Hamzat a parlé tout à l'heure d'idéologie, nous savons tous qu'elle était basée sur la religion. Mais aujourd'hui, 45 ans après, est-ce qu'elle est toujours de mise? Il a parlé également de l'évolution du monde, d'Internet qui est arrivé. Est-ce qu'elle est toujours de mise, cette idéologie islamique? Oui, je pense que M. Hamzat a tout dit. Parce qu'aujourd'hui, la révolution, aujourd'hui dans le monde, c'est l'Internet. Il faut dire tout court. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire quelque chose, c'est que les pays justement dits islamiques étaient vraiment des pays renfermés, ou qui ne savaient même pas ce qui se passait dans le propre pays, pour ne pas dire à côté. Parce que chaque congrégation avait ses lois. Et je pense que ce qui chapeautait tout cela, c'était la charia, qui faisait que les gens étaient pris en autarcie, étaient pris en otage. Mais aujourd'hui, à partir du moment où ils ont accepté, et c'est sans choix, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un État sans vous intégrer dans l'organisation mondiale. Alors quand vous êtes dans cette dynamique-là, déjà, les gens arrivent. Il y a des étrangers qui vont forcément intervenir dans le pays. Et aujourd'hui, avec les ouvertures d'Internet, vous allez voir ce que d'autres jeunes font ailleurs, quelle est la liberté qu'ils ont ailleurs, qu'ils jouissent, et que vous restez condamnés ici à vivre de cette stupeur, parce que c'était la peur. Il n'y avait pas la possibilité. Et quand nous avons parlé de la marche que tout le monde entier a vue contre la levée du voile, c'est parce que justement les jeunes filles voudraient aussi quand même jouir de leur jeunesse et s'est senti quand même une jeunesse d'un État comme d'autres ailleurs, pour que cette chance-là les soit donnée. Donc aujourd'hui, avec tout ceci, vous comprenez que ça devient en ce temps facultatif. Les gens ne sont plus même forcés d'être musulmans. Or, normalement, la charia imposait la religion et imposer une vision. Alors qu'aujourd'hui, à partir du moment où un être a un choix, ça devient compliqué. Parce que là, parce que vous savez que c'est toute une organisation. Et beaucoup de personnes avaient ça comme, c'était devenu un intérêt, un centre d'intérêt pour beaucoup de dirigeants religieux. Or, aujourd'hui, quand cela les échappe, il faut qu'on se cherche par tous les moyens pour pouvoir chercher à ramener. Or, c'est plus possible. C'est plus possible parce que le monde aujourd'hui est planétaire. C'est un village planétaire et les Iraniens aujourd'hui sont appelés aussi à aller ailleurs. Donc, c'est ça la question. Justement, ils sont appelés à aller ailleurs. On se rappelle qu'en 79, lors de cette révolution, Hamzat Abdoulaye, nous avons assisté à une adhésion massive des populations iraniennes. Mais aujourd'hui, on constate que les Iraniens ont soif de la liberté et ils sont nombreux aujourd'hui, ces Iraniens qui ne se reconnaissent plus dans ce régime religieux. Oui, ils ont soif surtout de liberté économique parce que vous savez... politique aussi, hein? Oui, politique, ça viendra après. Je disais tantôt que l'argent aujourd'hui est au-dessus du politique. C'est un enchaînement et une suite logique en réalité. Quand vous prenez le bilan des années 70 à nos jours, alors, l'Iran a fait des progrès. Énormément. Énormément, surtout en matière technologique, en matière de développement de leurs ressources nucléaires. Ils ont fait énormément de progrès. En matière scientifique également, l'Iran n'a rien à envier aux États-Unis sur ce plan. Mais ça reste des avancées profitables à une élite bien donnée et bien précise au sein de la classe politique et sociale en Iran. Je trouve, sur cette période, ce qui a conduit, c'est vrai, je disais, les populations, c'est une tendance générale, les gens croient de moins en moins, et c'est une tendance générale. Mais le cas de l'Iran est vraiment spécifique, parce que durant cette période, l'Iran a souffert des conflits par procuration dans la sous-région.
il y a eu la guerre en Irak, dont l'Iran a vraiment souffert, Ouais. dans le sens vraiment précis du Du terme. terme. L'Iran, a subi les revers de la guerre en Irak. Il y a eu le conflit avec l'installation de l'État islamique en Syrie, dont l'Iran aussi a également souffert. Et continue de souffrir, hein. Continue de souffrir dans une moindre mesure, certes, Ouais. mais continue quand même de subir certaines conséquences. Il y a eu le blocus des États-Unis, mais qui dure maintenant des décennies. Et ça a un effet dévastateur sur la conscience populaire. C'est-à-dire, vous avez une population qui continue quand même d'être autonome, qui continue d'avoir Internet dans une moindre mesure, mais qui souffre quand même de cette fermeture du monde. Parce que quand vous fermez la porte des États-Unis, en réalité, vous fermez la porte du monde. Donc l'Iran, aujourd'hui, n'a pas accès vraiment au monde dans sa mesure générale. Donc ça, c'est une chose notable qui dessert aujourd'hui le bilan économique des autorités iraniennes. Mais l'autre chose aussi que je vais marquer, je finirai là-dessus, c'est que l'Iran a alimenté pendant très longtemps, et c'est peut-être la seule lueur d'espoir aujourd'hui. L'Iran a nourri pendant de nombreuses décennies un conflit ouvert avec l'Arabie saoudite. Et ça a eu des répercussions vraiment terrible sur l'économie iranienne, sur la gestion de la politique et même sur le religieux, parce que l'affrontement entre sunnites et chiites est resté mais plus que jamais d'actualité et a desservi d'une certaine façon les Iraniens et même des chiites dans d'autres États, minoritaires peut-être dans d'autres États comme le Yémen. Donc cette guerre ou cet affrontement, je vais dire, a vraiment desservi l'Iran. Mais la lueur d'espoir est au niveau de la sortie. Parce que vous allez le constater avec moi, c'est que l'Arabie saoudite et l'Iran ont dernièrement, je vais dire... On va mettre ça entre griffes, hein. Bon, Bah oui, mais on mettra ça entre griffes. Parce que d'ici à là, on parle de... L'avancée en une année Ouais. sur les 10 dernières années est quand même notable. C'est-à-dire, en matière de volonté, de quand même trouver une solution par rapport à cet affrontement est vraiment à saluer, et ça démontre une nouvelle fois que quand on s'y met vraiment, on peut trouver des solutions. Et bien entendu, je vais saluer l'initiative chinoise qui a beaucoup plus mis en avant les intérêts économiques pour rassembler les deux. Et aujourd'hui, force est de le constater, ça donne. L'Iran et l'Arabie saoudite font partie des BRICS. Ce qui est quand même inimaginable pour deux frères ennemis depuis des millénaires, qui sont aujourd'hui au sein d'un même bloc économique. Et c'est là où je reviens là-dessus, c'est que l'économie... Non, vous finissez là. Exactement, l'économie finalement va plus vite que le social et le politique. Alors pour sortir de ce dossier iranien, dites-nous un peu, est-ce que au vu de tout ce qui se passe dans le monde, avec, comme vous l'avez dit, de nouvelles révolutions, y compris Internet et autres, la révolution iranienne ne semble pas être essoufflée au jour d'aujourd'hui, 45 ans après. Oui, ben, c'est pour ça que nous parlons du changement du paradigme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se vivait 45 ans justement avant est en train de se voir aujourd'hui être renversé totalement. Oui, malgré les gardiens de la révolution. Non, c'est justement, c'est de ça nous avons parlé tout à l'heure, de l'ouverture. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette ouverture, ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord. Parce qu'à partir du moment où les gens sont renfermés sur eux-mêmes, sur quoi peuvent-ils prendre des exemples pour pouvoir faire mieux? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'élite iranienne qui a fait justement les progrès dont disait mon confrère Hamzat, c'est parce que c'était une élite taillée sur mesure, qui allait chercher de la technologie, ramenait, mais restait dans un cadre fermé. Parce que là, il y avait assez de secrets. Et en Iran, vous savez, quand quelqu'un avait même des attachements avec l'extérieur, il avait pour risque de mort. Donc, pour beaucoup de personnes qui ne le savent pas, il faut qu'on l'explique de manière profonde pour que nos téléspectateurs soient assez édifiés. Donc, il ne faut pas qu'on pense que l'Iran, malgré les efforts qui étaient fournis, était fait simplement dans un système catholique. Non, il y avait assez de meurtres qui étaient faits même à base de suspicions sur le fait que vous deviez dire peut-être des choses à l'étranger parce que tout devait rester fermé. Alors aujourd'hui, je pense que vraiment, les choses ont tourné la page. Il faut qu'on le dise comme ça. Ça ne reviendra plus.
Donc même ces gardiens de la tradition finiront par comprendre qu'il y va de génération en génération pour toute situation qui prévaut dans un État. Voilà. L'escale de cet après-midi nous conduit aux États-Unis en cas de réélection. Donald Trump ne garantit plus la sécurité de l'OTAN. Il n'est pas encore élu, mais il annonce déjà les couleurs. Votre ami Donald Trump. Oui, Donald Trump. Donald Trump fait du Donald Trump fidèle à lui-même et c'est pas nouveau parce que lors de son mandat, de son seul mandat, il a quand même alerté par rapport à l'OTAN, qui est une organisation budgétivore, puisque les États-Unis contribuent dans la grande majorité, en tout cas dans les dépenses des ressources militaires. Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui fait la grandeur des États-Unis aussi? C'est ce qui faisait la grandeur des États-Unis à la sortie de la Deuxième Guerre. Mais vous avez compris une chose, nous ne sommes plus en 1945. Or, l'OTAN est resté bloqué en 1945. Cette période où c'est la puissance qui dicte les règles. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez même des faibles. Et là où je parle du concept de la puissance de la faiblesse, vous avez ces États faibles qui aujourd'hui ont leur mot à dire. Les États africains aujourd'hui qui, on leur court après. Les grands de ce monde leur courent après parce qu'ils ont besoin d'eux. C'était inimaginable en 1945. Vous n'allez pas voir un seul État africain en 1945 qui pourrait être, courtisé comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est autant de choses qui montrent que notre époque a changé. Mais certaines organisations, peut-être multilatérales, créées dans un but bien précis, n'ont pas réussi à l'assimiler. Et ces organisations, au même titre que l'ONU, je les mets dans les mêmes paniers en réalité, l'OTAN comme l'ONU n'ont pas réussi à quitter l'orbite de 1945. Ils sont restés bloqués en 1945 et ça fait que ce que défendent ces organisations n'est pas ce que veulent forcément la majorité des États dans le monde. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que les États-Unis ont rejoint la pensée de ces États majoritaires. Quand je dis majoritaire, c'est ces États du Sud globalisés qui sont en réalité majoritaires dans ce monde. Mais c'est une minorité qui dit puissante, puisque cette minorité a gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui domine les rapports de force au sein des organisations et même au sein des relations internationales. Donc, je trouve que aujourd'hui les États-Unis ont rejoint finalement, Donald Trump, parce que quand on dit les États-Unis, c'est pas ce que pense Joe Biden aujourd'hui. Mais aujourd'hui, une forte majorité aux États-Unis rejoint amplement ce que pensent les États du Sud globalisés et Donald Trump en l'occurrence. Mais je pense que c'est pas des propos à prendre à la légère, c'est vraiment des propos à prendre au sérieux, eu égard aux multiples conflits, ouverts depuis la cession de Joe Biden, parce que ça inquiète en réalité. La cession de Joe Biden au pouvoir aux États-Unis a fait basculer les États-Unis et le monde d'ailleurs dans une phase critique économique et aussi stratégique. Alors, d'où l'inquiétude par rapport à ces conflits qui n'en finissent pas. Non, vous n'allez pas finir. On va passer la parole également à monsieur Cyril Tchatcher parce que le temps imparti pour l'émission est quasiment arrivé à son terme. Alors, c'était lors d'un meeting en Caroline du Sud que Donald Trump a décidé de faire cette annonce. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui, monsieur Tchatcher, est-ce que Donald Trump serait prêt à laisser la Russie attaquer un pays membre de l'OTAN pour clôturer cette émission? Oui, vous savez déjà qu'avec tout ce que nous avons développé à propos de Donald Trump sur le sujet de l'OTAN, lui, il est d'accord que l'OTAN disparaisse. Donc, il n'y a même plus question de parler ici de l'OTAN ou pas de l'OTAN. Lui, c'est du passé. Alors, donc, je pense que dire que laisser la Russie attaquer un pays de l'OTAN n'est pas d'actualité en ce qui concerne le plan d'action de Donald Trump parce que lui, il a été toujours avec la Russie. Il a toujours embrassé. Vous avez des preuves? Oui, ça c'est sûr, puisque même pendant sa mandature, l'unique qu'il a eu, d'ailleurs, à diriger, et c'était tout à fait normal que Donald Trump rencontre beaucoup de problèmes. Vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui, quand vous dites la vérité, vous êtes le plus mal aimé. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc Donald Trump, c'est un monsieur qui n'a plus rien à demander. C'est là la question. Donc Donald Trump, c'est un monsieur aujourd'hui qui veut exercer sa vie, le peu de temps qui lui reste, en toute quiétude. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien aujourd'hui qu'il recherche. Contrairement à beaucoup d'hommes politiques. Oui, mais est-ce que vouloir revenir, c'est pas un peu revanchard? Très rapidement, très rapidement, parce qu'on a comme l'impression que son premier mandat il a laissé un goût d'inachevé.
Oui, d'inachevé, parce qu'il n'est pas allé au bout, c'est clair. Mais il y a toujours l'affrontement permanent entre les démocrates et les républicains, qui est un affrontement, je vais dire... Qui ne va pas finir, hein. Oui, c'est la chose qu'on constate. On dirait les affrontements des pays africains entre le pouvoir et l'opposition. Oui, ça se remarque. Aujourd'hui, les républicains sont à l'opposé de tout ce que les démocrates font. Ce qui fait quoi? Que quand les démocrates accèdent au pouvoir, tout ce que les républicains font sont déconstruits. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de mettre en place leur politique ou leur plan d'action, ils consacrent peut-être la moitié du temps à déconstruire tout ce que les républicains font. C'est vice-versa. Voilà. Malheureusement, c'est vice-versa. On reprend les mêmes, on recommence. Ce qui a fait que Donald Trump n'a pas vraiment pu terminer son mandat, encore qu'il n'a pas été réélu. Et là, c'est un goût de revanche aujourd'hui. Et je pense qu'il est bien parti pour être le nouveau président des États-Unis, même si l'establishment, comme l'a dit mon confrère, ne veut pas forcément des personnes qui disent la vérité. Et je finirai là-dessus en évoquant une chose, c'est que Donald Trump est favori au sein des populations. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il est même désavoué. J'ai suivi l'interview de Vladimir Poutine il y a quelques jours, qui a été reçu par l'un de vos confrères, Carlson Tucker. Mais Vladimir Poutine n'a rien contre Donald Trump aujourd'hui. Et Donald Trump même le dit, c'est-à-dire s'il arrive au pouvoir, il va mettre fin à la guerre en Ukraine en quelques jours. Ce qui quand même s'en fout et veut montrer quelque part que cette guerre existe parce que certaines personnes alimentent leurs propres intérêts. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés en Mauritanie, nous sommes allés en Hongrie, nous sommes arrêtés du côté du Moyen-Orient et là nous avons parlé des 45 ans de la révolution iranienne. Est-ce que les Iraniens croient toujours à cette révolution? Est-ce que les Iraniens croient toujours à ce régime État islamique? Vous avez écouté Hamzat Abdoulaye et Cyril Tchessep. L'escale de cet après-midi, ça s'est déroulé du côté de l'Amérique du Nord où, en cas de réélection, Donald Trump ne garantit plus la sécurité de l'OTAN. C'est pas moi qui le dis. Vous avez écouté Hamzat et Cyril Tchessep qui ont discuté de long en large. Voilà, pour le temps, nous n'avons pas eu assez de temps pour pouvoir parler de la Corée du Nord qui a décidé de rompre les coopérations économiques avec la Corée du Sud. Mais c'est partie remise. Une autre fois, nous avons parlé de ça. Merci à vous, monsieur Cyril Tchessep. Merci, madame. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour décrypter l'actualité internationale. Ça se passe tous les lundis après-midi à partir de 16h sur ZAE Télévision, la meilleure de votre télé.